Les premiers mois de 2026 ne se sont pas exactement déroulés comme prévu pour le président russe Vladimir Poutine et les forces armées russes. L'Ukraine a considérablement augmenté ses frappes quotidiennes à longue portée sur la Russie, tant en nombre qu'en dégâts causés. Et sur les lignes de front, une contre-offensive ukrainienne à la frontière des oblasts de Zaporijia et de Dnipropetrovsk aurait repris plus de 400 km² de territoire stratégique. Comme si ces succès ukrainiens et d'autres ne suffisaient pas à le rendre fou de rage, maintenant Poutine a un nouveau casse-tête à gérer, les bombes planantes. En particulier, l'Ukraine a commencé à utiliser sa flotte de chasseurs Mirage 2000 pour larguer des bombes planantes ASM Hammer sur les positions russes en première ligne, et dans ce qu'on appelle la zone située juste derrière la ligne de front. Alors, examinons cette dernière innovation ukrainienne. Comment elle change la dynamique de la guerre et comment Poutine pourrait être impuissant à l'arrêter. Fin février 2026, des images vidéo sont apparues montrant un chasseur Mirage 2000 ukrainien larguant des bombes planantes ASM Hammer sur des positions russes. C'est la première fois que l'utilisation de Mirage ukrainien lors de missions offensives sur les lignes de front est confirmée. Pendant la majeure partie de l'année écoulée, la petite flotte de Mirage de l'Ukraine a principalement été utilisée de manière défensive, en tant qu'élément clé de la défense aérienne ukrainienne. Ils ont protégé les villes ukrainiennes et les infrastructures critiques loin des lignes de front, tentant d'abattre les missiles de croisière russes les plus sophistiqués et les missiles balistiques grâce à leurs propres missiles air-air à guidage infrarouge et radar. Désormais, l'Ukraine les utilise aussi pour attaquer. Cette évolution dans leur utilisation suit le même schéma que celui des autres avions de chasse occidentaux dans l'arsenal ukrainien, les F-16 de Lockheed Martin. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont tous fourni des avions de chasse F-16 à l'Ukraine. Au moins 38 avaient été livrés à l'armée de l'air ukrainienne d'ici la fin 2025-24 provenant des Pays-Bas et 14 de Norvège, les avions norvégiens étant principalement utilisés pour les pièces détachées. 19 autres ont été promis par le Danemark et 30 par la Belgique, certains étant déjà supposés avoir été livrés et le reste devant être livré en 2026. Comme les Mirage 2000, les premiers F-16 ont également été utilisés presque exclusivement pour des patrouilles aériennes défensives au-dessus des villes pendant des mois, après l'arrivée des chasseurs américains en Ukraine en août 2024. La flotte ukrainienne de F-16 n'a mené des raids offensifs avec missiles de croisière américains et bombes planantes de précision qu'après avoir atteint plusieurs dizaines d'appareils. L'Ukraine aurait déjà utilisé certains Mirages pour des actions offensives, sans attendre davantage de livraison, contrairement aux F-16. L'utilisation des deux types de chasseurs par l'Ukraine pour des offensives dépend des armes employées lors des attaques. Les F-16 ukrainiens peuvent transporter jusqu'à 8 bombes de petit diamètre GBU-39B ou SDB à la fois. Ces bombes guidées par GPS et INS pèsent 285 livres et ont une portée allant jusqu'à 40 milles nautiques lorsqu'elles sont larguées à haute altitude. Les États-Unis ont également autorisé l'utilisation des bombes planantes, AGM-154 Joint Standoff Weapon ou JSO, sur les F-16 ukrainiens en septembre 2024, bien qu'il ne soit pas encore clair si elles sont effectivement utilisées. Il est également techniquement possible que les F-16 ukrainiens transportent des bombes intelligentes AGM-158 JASM, mais cette étape ne semble pas encore avoir été franchie non plus. Désormais, les Mirages ukrainiens peuvent également être modifiés pour transporter des GBU-39 et des JDAMA, une autre bombe planante guidée américaine. Pour l'instant, ils utilisent une bombe planante française. Voici l'ASM Hammer. ASM signifie armement air-sol modulaire, et Hammer signifie munition modulaire hautement agile à portée étendue. Comme son nom l'indique, c'est une arme air-sol intelligente, utilisable par tous les temps à distance de sécurité. Créée par Safran Electronics et Défense, elle vise l'appui aérien rapproché et les missions de frappe en profondeur. Le Hammer est entré en service pour la première fois dans l'armée de l'air et l'aéronavale française en 2007. L'une de ses caractéristiques remarquables est sa grande flexibilité, qui lui permet d'être utilisé avec différentes tailles de bombes, notamment des configurations de 125, 250, 500 et 1000 kg. La modularité du système permet également d'ajouter différents systèmes de guidage et de propulsion aux bombes, ce qui offre à la munition une portée étendue et une précision accrue selon les besoins. Il existe 3 variantes de base.
La variante de base, la SBU-38, intègre un système de navigation inertielle hybride combiné à un guidage GPS. Le système de guidage transforme une bombe classique en une bombe guidée intelligente, lui permettant de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, avec un écart circulaire probable, ou C-up, d'environ 10 mètres. La variante SBU-54 ajoute un autodirecteur laser semi-actif au modèle de base SBU-38. Cela permet à la munition de se diriger vers des cibles désignées au laser, lui donnant la capacité de frapper des cibles mobiles, avec une bien plus grande précision. La SBU-54 peut fonctionner de jour comme de nuit, et offre une précision nettement améliorée dans des environnements de combat dynamiques. Enfin, la SBU-64 intègre un autodirecteur infrarouge imageur en plus des capacités INS et GPS, déjà présentes sur la SBU-38. Cette variante permet à la munition de comparer la zone cible avec une image de référence stockée en mémoire, ce qui permet des frappes extrêmement précises aussi bien de jour que de nuit, dans divers environnements, et pour différents types de missions. On ne sait pas exactement quelle variante du marteau les Mirage 2000 ukrainiens larguent, mais il est fort probable qu'il s'agisse des trois. Grâce à ces variantes, le marteau est efficace pour l'appui aérien rapproché, et les frappes en profondeur, pouvant être lancées à distance de sécurité pour garder l'avion hors de portée des défenses aériennes russes. Les trois variantes ont toutes une portée d'environ 70 km, une longueur d'un peu plus de 3 mètres, un diamètre d'environ 30 cm et une envergure de plus de 75 cm. On ne sait pas non plus quelle taille d'ogive l'Ukraine installe sur ses marteaux. Cependant, il est probable que la plupart utilisent la variante de 250 kg, car ce sont de loin les plus couramment déployés, surtout contre des cibles fixes. Et pour l'instant du moins, ce sont ces types de cibles que l'Ukraine vise principalement avec ses bombes Hammer. La guerre en Ukraine a fondamentalement changé la façon dont la guerre moderne est menée. En particulier, l'utilisation omniprésente de drones FPV et de drones guidés par fibre optique sur le champ de bataille a brouillé la définition des lignes de front. L'époque d'un no man's land séparant deux bataillons retranchés est peut-être révolue. Sur les champs de bataille d'Ukraine, les drones permettent aux forces ukrainiennes de tenir des positions derrière les positions russes les plus avancées, et vice-versa. Le ravitaillement par drone permet de tenir ces positions bien après que la chaîne de ravitaillement terrestre ait été coupée. Mais les drones impliquent que vous n'êtes en sécurité nulle part jusqu'à 32 km des lignes avancées. L'ancien concept de l'arrière immédiat, d'où sont contrôlées et ravitaillées les forces de première ligne, disparaît. À la place, l'arrière immédiat est devenu une sorte de zone logistique, une partie active de la ligne de front. Et c'est ici que les bombes planantes larguées par Mirage de l'Ukraine ont l'impact le plus dévastateur. Cette zone logistique est l'endroit où les régiments et brigades russes stockent leurs munitions, leurs carburants et d'autres fournitures. C'est là que les Russes regroupent leurs troupes avant d'attaquer la zone grise et au-delà. C'est aussi souvent là que les défenses sont les plus faibles et que leurs troupes et équipements sont les plus vulnérables. En fait, les récents succès de l'Ukraine dans la destruction des défenses aériennes russes en première ligne pourraient bien être l'une des raisons pour lesquelles nous voyons des Mirages larguer des bombes planantes sur le front bien plus tôt que nous n'avons vu les F-16 faire la même chose. Des failles sont probablement apparues. Maintenant, si c'est ce genre d'analyse pointue sur la guerre en Ukraine que vous recherchez, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité et des analyses sur la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et d'autres zones clés. Quelles que soient les raisons de l'emploi de bombes planantes larguées par des Mirages, elles devraient réduire un des principaux avantages de la Russie sur le front ces 2 dernières années. Les bombes planantes, CAB, également connues sous le nom de bombes planantes FAB, sont des bombes aériennes guidées russes qui transforment les bombes FAB de l'époque soviétique, non guidées, en armes de précision grâce à un module unifié de planage et de correction, ou UMPK. Ces kits ajoutent tels et systèmes de guidage GPS laser ou infrarouge, permettant aux bombes de planer sur plusieurs dizaines de kilomètres après largage. Cela a permis aux avions russes de frapper loin derrière les lignes ukrainiennes tout en minimisant leur exposition aux défenses aériennes. Les FAB russes sont généralement plus grandes et plus destructrices que les bombes AASM ou les GBU-39. La FAB 250 est la plus petite variante, une bombe de 250 kg soit environ 550 livres. Il existe aussi une variante, FAB 1500, avec environ 1488 livres, soit 675 kg de charge explosive, et une portée de vol plané généralement estimée entre 30 et 45 miles.
Et puis il y a le grand patron, la Fab 3000, qui transporte une ogive encore plus grande, mais avec une portée de vol plané similaire d'environ 30 à 40 miles en raison de son poids et de sa traînée immense. Récemment, la Russie a également introduit une nouvelle bombe planante, l'UMPB-5R. Elle aurait une charge utile de 550 livres et peut parcourir jusqu'à 125 miles grâce à un moteur à réaction chinois, SW8sense Pro IA. Désormais, la Russie utilise ces bombes planantes massivement pour démolir des positions fortifiées, détruire des infrastructures et terroriser les populations civiles. Des quartiers entiers dans des villes comme Myrnorad et Kostiantynivka ont été réduits en ruines à cause d'elles. Selon les autorités ukrainiennes, depuis que les troupes russes ont franchi les frontières ukrainiennes en 2022, la Russie a largué plus de 50 et 1000 bombes aériennes, guidées principalement des bombes planantes FAB et CAB sur l'Ukraine, et ils ne comptent pas s'arrêter. En janvier 2026 seulement, les forces russes ont utilisé 5717 bombes planantes, soit une augmentation de 26%, par rapport à décembre 2025. Pendant une grande partie de la guerre, le record pour une seule journée a été atteint le 17 octobre 2025, lorsque 268 bombes planantes auraient été larguées. Ce record a ensuite été dépassé le 27 février, lorsque les forces russes ont utilisé 328 bombes aériennes, guidées en une seule journée. Grâce aux bombes planantes larguées par les F-16 et désormais les Mirage, la Russie découvre une dure réalité. Les bombes planantes sont difficiles à abattre, mais relativement peu coûteuses à fabriquer. On estime que les bombes russes coûtent environ 20 à 30 000 $ chacune. Ce faible coût rend l'utilisation de missiles guidés de précision beaucoup plus cher, peu rentable pour les abattre. Il est vrai que l'Ukraine a utilisé de tels systèmes pour abattre des bombes FAB. Rien qu'entre septembre et novembre 2025, les défenses aériennes ukrainiennes auraient détruit jusqu'à 100 bombes planantes. Mais l'Ukraine n'a pas le budget pour justifier l'utilisation de missiles qui coûtent des dizaines, voire des centaines de fois plus cher que les bombes planantes qu'ils servent à abattre. Et même si c'était le cas, il n'y a tout simplement pas assez de ces missiles disponibles dans les stocks mondiaux pour justifier ce genre d'utilisation, surtout quand les FAB tombent par milliers chaque mois, sans aucun signe de ralentissement. Donc l'Ukraine s'est concentrée sur leur élimination à la source. Ils ont commencé à essayer d'abattre les bombardiers russes qui transportent des FAB, en particulier leurs Su-34, avant qu'ils ne puissent larguer leurs charges mortelles. Des drones ukrainiens longue portée ont visé des dépôts de bombes FAB et des sites de production en Russie, perturbant l'approvisionnement. Et l'Ukraine ainsi que l'OTAN testent des drones anti-bombes planantes, comme le DWS-1 français, qui est conçu pour détruire les CABs en plein vol. Mais en attendant, la Russie déploie des bombes FAB modernisées à une échelle industrielle. On estime qu'il y a des centaines de milliers de kits de l'époque soviétique en stock. La Russie a annoncé son intention d'augmenter la modernisation de ces bombes planantes avec des UMPK à 120 000 par an d'ici la fin 2025. On ignore pour l'instant dans quelle mesure les attaques ukrainiennes contre les sites de production de FAB ont perturbé ce calendrier. Cependant, la Russie produirait environ 3500 bombes planantes par mois, les bombes CAB étant désormais en production en série et déployées en grand nombre sur plusieurs fronts. L'Ukraine, quant à elle, ne disposait pas vraiment jusqu'à présent d'un équivalent capable d'infliger des dégâts similaires à la zone logistique et aux villes de première ligne russes. Il sera intéressant de voir si l'Ukraine utilise ces bombes planantes de manière similaire, ou si elle trouve une fois de plus des moyens innovants de surpasser les Russes. Cela dit, il y a deux principaux obstacles que l'Ukraine devra surmonter pour que ces bombes planantes larguées par Mirage et F-16 égalent ou dépassent l'efficacité de celle de la Russie. Le premier obstacle au plan de l'Ukraine est sa flotte actuellement limitée de Mirage, et dans une moindre mesure, de F-16. La Russie peut utiliser 4 avions différents pour larguer des FAB. Le chasseur-bombardier Sukhoi Su-34, le bombardier à long rayon d'action Tupolev Tu-22 M3, l'avion d'attaque Sukhoi Su-24, et l'intercepteur MiG-31K. On estime qu'il dispose d'environ 130 Sukhoi, Su-34 d'environ 60 bombardiers, Tu-22 M3 d'environ 200 à 250, Sukhoi Su-24 encore en service, et seulement d'environ 20 à 30 exemplaires de la variante spécialisée MiG-31K capable de transporter des munitions lourdes à longue portée. En comparaison, l'Ukraine ne dispose au maximum que de quelques dizaines de F-16 et de quelques Mirages.
On sait que l'Ukraine a reçu 3 Mirages en 2025, dont un a déjà été perdu à cause d'une défaillance technique, et 2 autres doivent être livrés en 2026, alors qu'ils sont en cours de modernisation, vers la génération 4,5 d'assaut Rafale. Mais pour l'instant, il n'est pas clair combien seront réellement livrés ni quand. Ce nombre limité influence leur tactique, avec si peu d'appareils disponibles, et puisque ces avions jouent un rôle défensif aussi important. Il est compréhensible que l'Ukraine hésite à prendre des risques excessifs avec eux, sur la ligne de front. La portée relativement courte de l'ASM Hammer signifie que les avions sont exposés aux défenses aériennes russes, chaque fois qu'ils s'approchent de la ligne de front pour larguer les bombes. Cependant, avec l'agrandissement de la flotte ukrainienne et l'affaiblissement progressif des défenses aériennes russes en première ligne, ce problème devrait s'atténuer. Cependant, résoudre le deuxième problème sera probablement bien plus difficile pour l'Ukraine. Mettre la main sur suffisamment de bombes planantes pour faire une réelle différence. Avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, la production de l'ASM Hammer par Safran était qualifiée de symbolique selon les données du secteur. La production annuelle était estimée à environ 200 à 250 unités. Cela implique un stock total maximum de 3000 à 4000 unités accumulées depuis 2007. C'est moins que la production mensuelle actuelle de Fab par la Russie. Depuis 2022, la production a considérablement augmenté, stimulée par les exigences de la guerre en Ukraine, les changements dans la politique de défense française et de l'OTAN, ainsi que par des investissements importants dans la capacité de production par Safran, y compris des améliorations de son site de Montluçon. Safran a produit environ 500 Hammer en 2023, 830 en 2024 et plus de 1000 en 2025. En 2024, le Parlement français a engagé le gouvernement à livrer régulièrement 600 bombes AASM Hammer par an à l'Ukraine. Au départ, l'aide consistait en des transferts urgents depuis les stocks militaires français. Les niveaux de production accrus atteints en 2024 et 2025 ont permis de fournir en continu de nouvelles bombes à l'Ukraine, tout en reconstituant simultanément les stocks français. Mais cela reste insuffisant. Ces 600 bombes par an restent tout de même 200 fois moins que les objectifs de production de la Russie. À ce rythme, il est difficile d'imaginer que les bombes planantes ukrainiennes puissent avoir l'impact dévastateur des FAB russes. C'est la même chose avec les GBU-39B. Il est tout à fait possible de modifier les Mirages ukrainiens pour qu'ils puissent transporter ces bombes aux côtés des F-16. Sur le papier, elles sont bien plus disponibles pour l'Ukraine. L'US Air Force a prévu l'achat de 24 000 GBU-39B SDB, avec plus de 17 000 déjà fabriqués depuis le début de la production, en 2005. À partir de 2026, Boeing produit 2500 de ces bombes par an, contre un taux minimum précédent de 750 par an. Cette production devrait encore augmenter dans le cadre du contrat du lot 20, d'une valeur de 6,9 milliards de dollars, qui soutient la fabrication jusqu'en 2035. Cependant, l'Ukraine n'est pas la seule à avoir un besoin urgent de GBU-39B. En mai 2025, le Congrès américain a approuvé la vente militaire à l'étranger de 1400 GBU-39B à la Pologne, une étape cruciale pour renforcer la posture défensive de l'OTAN à l'Est. L'accord de 180 millions de dollars comprend également un soutien logistique, une formation et des munitions d'entraînement inertes. Les contrats précédents incluent la vente de 500 unités au Maroc pour 86 millions de dollars et de 400 unités à la Roumanie pour 84 millions de dollars, démontrant l'attrait international continu de cette bombe et sa flexibilité d'intégration. À un coût estimé d'environ 57 800 dollars, c'est l'une des munitions les plus rentables et les plus complètes de sa catégorie dans le monde. Mais maintenant, comme pour tant d'autres systèmes d'armes essentiels tels que les missiles de défense aérienne Patriot PAC-3, l'Ukraine fait face à une concurrence assez sérieuse pour les GBU-39B, à savoir Israël. Et comme pour les PAC-3, l'Ukraine semble être assez loin dans l'ordre de priorité pour les GBU-39B en particulier, à la lumière des hostilités en cours après le conflit des États-Unis et d'Israël avec l'Iran. En février 2025, le département d'État américain a approuvé la vente de 2166 GBU-39B à Israël, dans le cadre d'un lot d'armement de 6,75 milliards de dollars. Maintenant, en mars 2026, avec le Moyen-Orient en flammes, Boeing a,
obtenu un contrat direct de 289 millions de dollars avec Israël pour fournir jusqu'à 5000 bombes GBU 39B à un prix unitaire d'environ 57 800 dollars. Maintenant, les livraisons ne devraient commencer que dans environ 36 mois, ce qui suggère soit que les stocks sont faibles, soit qu'ils ont déjà été réservés à d'autres usages. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les États-Unis ou Israël aient utilisé des GBU-39 dans leur bombardement incessant de l'Iran, la vente et les volumes incroyables d'autres missiles et bombes utilisés entre-temps suggèrent que ce n'est qu'une question de temps. Et comme pour les missiles PAC-3 dont les États-Unis auraient utilisé plus en 3 jours contre les missiles et drones iraniens en approche que ce qui a été livré à l'Ukraine. Depuis 2022, il est peu probable que l'Ukraine puisse s'attendre à ce que les États-Unis placent ses intérêts avant ceux d'Israël en ce qui concerne les bombes planantes non plus. Peut-être que la solution sera finalement que l'Ukraine conçoive et produise ses propres bombes planantes. Et compte tenu de ses innovations dans tant d'autres domaines de la guerre, il serait insensé de parier contre cette éventualité. Mais pour l'instant, nous devrons attendre de voir comment l'Ukraine contournera ce casse-tête et quelles différences feront des quantités limitées de bombes planantes. 5 bases aériennes militaires touchées avec succès, 15 avions militaires détruits. Plus d'1 milliard de dollars de dégâts infligés aux bases aériennes et à l'infrastructure aéronautique, selon le service de sécurité d'Ukraine, ou SBU. C'est l'ampleur des dégâts que son groupe Alpha des forces spéciales a infligé aux forces aérospatiales russes, ou VKS, rien qu'en 2025. Pour le président russe Vladimir Poutine, ça doit faire mal. Mais pour aggraver les choses pour lui, il y a des signes que remplacer ces pertes sera plus facile à dire qu'à faire. En particulier, les problèmes persistants chez le géant aéronautique Tupolev indiquent une crise croissante dans la livraison des commandes des principaux bombardiers stratégiques et des avions de ligne à double usage qu'il produit. Alors plongeons dans ces deux histoires et voyons ce qu'elles nous apprennent sur l'état de la force aérienne russe à la suite des attaques de l'Ukraine et sur le complexe militaro-industriel qu'il a construit. Pour être clair, les pertes russes revendiquées par le SBU sont loin d'être les seules pertes infligées à l'aviation militaire russe. Elles sont simplement le fait de l'unité alpha du SBU, et uniquement en 2025. Et comme nous le révélerons plus tard dans la vidéo, il est également probable que cela ne représente qu'une fraction de leur contribution totale aux pertes russes. Le groupe alpha du SBU, anciennement connu sous le nom de Centre d'opération spéciale A du SBU, est l'une des unités d'opération spéciale d'élite de premier rang d'Ukraine. Ils sont l'équivalent ukrainien de la Delta Force et du SEAL Team 6 américain ou du SAS britannique. Et tout comme leurs homologues illustres, l'unité est spécialisée dans la lutte antiterroriste, les actions directes, la libération d'otages, les opérations visant des cibles de grande valeur, la reconnaissance spéciale et le sabotage. Pour les missions les plus risquées derrière les lignes russes, c'est généralement Alpha qui est appelé. L'unité a été formée en 1994 et est activement engagée dans la guerre russo-ukrainienne depuis 2014. Elle a participé à des batailles clés comme celle de Hostomel, Kharkiv, Bakhmout et à l'offensive de Koursk de 2024-2025. Alpha a joué un rôle crucial en tendant des embuscades aux convois russes près de Kiev en 2022 et affirme avoir éliminé plus de 9500 soldats russes et détruit des milliers d'équipements ennemis, rien que lors de la bataille de Pokrovsk. Selon le colonel du SBU et secrétaire du comité gouvernemental pour la sécurité nationale, la défense et le renseignement, Roman Kostenko, à la mi-2025 Alpha, était responsable de l'élimination d'environ 10% des cibles ennemies, parmi l'ensemble des forces de défense, aussi bien sur la ligne de front qu'en territoire ennemi. En reconnaissance de leur importance stratégique, il a présenté un projet de loi visant à augmenter rapidement la taille et les capacités d'Alpha à la Verkhovna Rada, le parlement ukrainien. Le projet de loi, qui a porté l'effectif de l'unité de quelques milliers à 10 000 et a accordé à ses troupes le droit légal d'utiliser tout type d'armement conformément à leurs missions assignées, a été adopté en juillet 2025. Une grande partie de la raison pour laquelle Alpha a bénéficié de cette amélioration réside dans le leadership incontesté de ses équipages de drones kamikazes FPV, en particulier lors d'opérations de frappe en profondeur, comme l'opération Toile d'araignée. Cette opération légendaire, survenue le mois précédant le renforcement d'Alpha, fut une attaque surprise contre des bases aériennes russes depuis l'intérieur de la Russie.
Le SBU avait fait passer en contrebande des composants de drones en Russie, les avait assemblés et chargés à l'arrière de camions spécialement aménagés, puis les avait lancés depuis des bases aériennes proches, prenant ainsi les Russes complètement par surprise. D'un côté, c'était une manœuvre extrêmement risquée, qui pouvait entraîner une riposte nucléaire. La cible des drones ukrainiens était la flotte de bombardiers stratégiques russes, qui se trouvait à découvert sans protection, conformément aux termes du traité New START entre les États-Unis et la Russie. Le traité de contrôle des armes nucléaires, qui doit expirer prochainement, exige que les bombardiers nucléaires stratégiques russes et américains soient maintenus visibles aux satellites de l'autre partie à des fins de vérification. D'un autre côté, l'opération Toile d'araignée restera comme l'une des attaques asymétriques les plus audacieuses, ingénieuses et lourdes de conséquences de ce siècle, voire de l'histoire. Les images et les vidéos des bombardiers russes en flammes sur les bases aériennes, soi-disant intouchables d'Olenia, Belaya et Ivanova-Sivorny, ont stupéfié le monde entier. Dans l'immédiat après l'attaque, les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir mis hors service des dizaines des avions les plus précieux de la Russie, dont beaucoup définitivement. Euronews et d'autres grands médias occidentaux ont rapporté qu'un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie avait été détruit. Une fois la poussière retombée, certains avions étaient endommagés ou détruits. Sur les 5 bases, il y avait 7 ou 8 bombardiers, de type Tu-95-4 à Olenia et le reste à Belaya, ainsi que 4 bombardiers, Tu-22M3 à Belaya, ainsi que l'avion de transport Antonov AN-12 à Olenia, et 2 avions de détection et de contrôle aéroportés Beriev A-50 visés à Ivanova-Severny. D'un point de vue financier, si elles sont endommagées, les 2 A-50 seraient les pertes les plus douloureuses pour la Russie, chacune étant estimée à environ 350 millions de dollars. Plus précisément, il y en a moins de 10 en service actif, et ils jouent un rôle crucial dans la coordination des opérations aériennes russes. Donc, perdre un 5e de leur flotte en une seule fois serait une catastrophe pour la Russie. Surtout quand on considère les problèmes que la Russie rencontre pour recevoir de nouveaux avions, ce dont nous parlerons dans un instant. Les bombardiers endommagés ou détruits coûtent nettement moins cher que les A-50, avec le Tu-95 estimé entre 50 et 125 millions de dollars, et le Tu-22M3 modernisé entre 40 et 100 millions de dollars respectivement. En prenant les valeurs les plus élevées, cela signifie que le coût total de l'opération Spiderweb pour la Russie, rien qu'en dommages causés aux avions, s'élève à environ 2,1 milliards de dollars. Maintenant, c'est nettement moins que les 7 milliards de dollars de dégâts initialement revendiqués par l'Ukraine, mais cela reste tout de même un sérieux coup dur pour les VKS. En admettant leur mise hors service définitive, les 12 bombardiers touchés lors de l'opération Spiderweb représentent environ 1/10, et non un tiers, de la flotte stratégique russe. À première vue, avec un budget de défense de plus de 160 milliards de dollars, soit plus de 30% des dépenses fédérales prévues pour 2026, la Russie dispose des fonds nécessaires pour remplacer ces bombardiers détruits. Cependant, obtenir réellement des bombardiers de remplacement, ou même n'importe quel nouveau bombardier d'ailleurs, s'avère être un problème bien plus important pour Poutine que de simplement y consacrer des roubles. Pour commencer, aussi bien le Tu-95 dans sa version originale M, que les versions plus modernes MSM et Tu-22M3 sont des avions de l'époque soviétique, et Tupolev, le constructeur, n'en produit plus de nouveaux. Donc, lorsque ces bombardiers sont retirés du service, ils ne peuvent pas être remplacés à l'identique. Et en parlant de choses difficiles à remplacer, c'est ce genre d'analyse unique que nous vous proposons chaque semaine ici dans l'émission militaire. Donc, si vous en voulez plus, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Le Tu-95 a effectué son premier vol en 1952 et continue d'être le principal bombardier à turbopropulseur à long rayon d'action de la Russie. Malgré son âge, l'autonomie étendue de l'appareil, sa capacité d'emport de missiles nucléaires et la signature sonore inimitable de ses hélices font qu'il reste au cœur de la doctrine de dissuasion russe. Le ministère russe de la Défense a lancé en 2015 un programme de modernisation complet afin de prolonger la durée de vie de sa flotte restante, de Tu-95 jusqu'aux années 2040. Chaque conversion en Tu-95 MSM comprend l'installation de nouveaux moteurs NK-12 NPM d'un radar à réseau, phasé SOI 021, d'une navigation assistée par GLONASS, le GPS russe, d'écrans de cockpit analogiques et numériques, ainsi que de modules de lancement de missiles de croisière KH-101. Chaque modernisation
est estimé à environ 50 millions de dollars, et la Russie devrait dépenser entre 3 et 5 millions de dollars supplémentaires par avion chaque année. Pour les inspections en atelier, l'équilibrage des hélices, le contrôle de la corrosion, la formation des équipages et la certification de sécurité nucléaire. C'est en partie dû aux difficultés croissantes et aux dépenses associées au maintien en état de fonctionnement des cellules d'avion vieillissantes. Même avant les sanctions, les pièces de rechange pour le turbopropulseur NK-12, qui reste le turbopropulseur le plus puissant au monde, étaient rares. Et rien que la révision du réducteur à cycle inversé est estimée à plus d'1 million de dollars tous les 1500 heures de vol. Des sanctions économiques sans précédent après l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'ont fait qu'accentuer la douleur. Par exemple, les prix du titane et de l'aluminium ont grimpé de 28% entre 2020 et 2024, ce qui a fait augmenter les factures de remplacement des panneaux de revêtement. En conséquence, de nombreux composants sont désormais récupérés sur des cellules d'avion stockées. Pourtant, même à 50 millions de dollars par remise à neuf, le Tu-95 offre à la Russie un rapport dissuasion coût favorable. Le Tu-95 coûte beaucoup moins cher à faire voler que les bombardiers stratégiques américains modernes B-2 Spirit et le futur B-21 Raider, et même que les anciens B-52, qui sont ses contemporains. Son rayon d'action de 15 000 km permet aux équipages de lancer des missiles de croisière furtifs Kh-101, bien en dehors des zones de défense aérienne ennemies, évitant ainsi le besoin de cellules furtives, coûtant des milliards de dollars. De plus, la Russie dispose depuis longtemps de l'infrastructure nécessaire pour des missions régulières de Tu-95, avec des pistes déjà en place et les bases aériennes d'Engels 2 et d'Ukrenka. Avant l'invasion, on estimait que la Russie disposait d'environ 50 Tu-95 actifs. On pense qu'elle en a ensuite perdu entre 7 et 10 au total pendant la guerre, laissant environ 80% de la flotte intacte. Cependant, on sait que peu d'entre eux ont déjà subi le processus de modernisation, ce qui, comme nous allons le voir, fait partie du problème de Poutine. Et c'est une histoire similaire avec le Tu-22M3. Le Tu-22M3 a évolué à partir des versions précédentes, Tu-22M1 et Tu-22M. Le Tu-22M en a effectué son premier vol en juillet 1971 et le Tu-22M a été utilisé pour la première fois lors de missions de combat en Afghanistan entre 1987 et 1989. Le Tu-22M3 a effectué son premier vol en 1977, a été mis en service en 1983 et a été utilisé pour la première fois par la Russie lors d'opérations de combat en Tchétchénie en 1995. Le Tu-22M3 a une longueur de 139 pieds, une envergure maximale de 112 pieds, une hauteur de 36 pieds, ainsi qu'un poids à vide maximal et un poids maximal au décollage de près de 117 000 et 279 000 livres, respectivement. Il a une vitesse de croisière de 559 miles par heure et une vitesse maximale de 1429 miles par heure. Et il peut voler à une altitude maximale de juste en dessous de 46 000 pieds, avec une autonomie opérationnelle de 4 350 miles. Pouvant transporter des missiles nucléaires, il est un élément majeur de la dissuasion nucléaire russe. Mais la Russie l'a également utilisé pour tirer des missiles conventionnels sur l'Ukraine. Il peut être armé de missiles Kh-32, de missiles anti-radar Kh-15 ou Kh-15P, ou de bombes planantes FAB, équipées de modules de guidage modernes. La Russie utilise massivement ces bombes planantes FAB pour pilonner les positions et localités ukrainiennes sur la ligne de front. Cependant, comme le Tu-95, le bombardier a nécessité d'importantes modernisations pour rester efficace dans la guerre moderne. En 2017, le ministère russe de la Défense a annoncé son intention de moderniser la moitié de ses 60 Tu-22M3 actifs vers la version avancée, Tu-22M3M. Le premier avion modernisé a été présenté à l'usine aéronautique de Kazan de Tupolev peu de temps après, effectuant son vol inaugural le 28 décembre 2018. Cependant, depuis lors, et surtout depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'imposition des sanctions qui en ont découlé, les progrès ont considérablement ralenti. On pense que la Russie en a perdu jusqu'à 9 pendant la guerre, avec seulement un Tu-22M3 supplémentaire modernisé livré en 2023. Plus inquiétant encore pour Poutine, la production de nouvelles unités n'étant plus possible. Il n'est pas clair combien, voire si, l'un des 28 restants prévus pour une modernisation seront effectivement modernisés à l'avenir. Le fabricant, Tupolev,
a manifestement beaucoup de mal à honorer ses engagements. C'est du moins ce que suggère le nombre croissant de poursuites intentées contre lui par le ministère russe de la Défense et d'autres parties. La source des problèmes semble être des goulets d'étranglement dans la production due à une capacité et une main-d'œuvre insuffisantes dans l'immense usine d'aviation de Kazan de Tupolev, appelée KAZ en abrégé. C'est là que les modernisations des Tu-95 et Tu-22M3 sont censées avoir lieu. Parallèlement à la construction des nouveaux bombardiers Tu-160M, la troisième et la plus moderne composante du trépied des bombardiers stratégiques russes, ainsi que de 2 avions de ligne civile, 214 à double usage. Comme le révèlent les différents procès intentés contre l'entreprise, l'usine n'arrive pas à livrer quoi que ce soit de tout cela dans les délais prévus. En mai 2025, le tribunal d'arbitrage de Moscou a statué sur une affaire intentée contre Tupolev par le ministère russe de la Défense l'été précédent. La plainte avait été déposée devant le tribunal en janvier 2025 avec une demande initiale de 360 millions de roubles, soit environ 4,7 millions de dollars, qui a ensuite été portée à 3 milliards de roubles, soit environ 40 millions de dollars. Finalement, le tribunal a ordonné à Tupolev de payer la somme de 3 milliards de roubles, ce qui, selon les médias russes, serait probablement lié à des retards dans l'exécution de ses engagements. Mais ce n'était pas la première fois que le ministère russe de la Défense poursuivait Tupolev en justice, ni la dernière. En 2019, il a saisi la justice avec une demande de recouvrer 4,6 milliards de roubles, soit environ 60 millions de dollars auprès de Tupolev pour non-respect des délais de réparation des avions. À ce moment-là, le tribunal n'a que partiellement satisfait la demande, réduisant le montant à 13 millions de roubles, soit une baisse d'environ 61 millions de dollars à 172 000 dollars. Suite à la décision de mai 2025 en novembre, le ministère de la Défense a déposé une nouvelle plainte contre Tupolev, réclamant 930 millions de roubles, soit environ 12,3 millions de dollars en raison de différends économiques liés à des relations de droit civil. Cette affaire concerne très probablement l'incapacité de Tupolev à respecter ses engagements sur la production de bombardiers dans les délais. Selon l'analyse d'Ivan Kirichevski, militaire du 413e régiment de l'unité de raid SBS ukrainienne et analyste de la défense, le montant total de 3,9 milliards de roubles réclamé par le ministère russe de la Défense ne suffira, au mieux, qu'à couvrir les frais de réparation ou de remise à neuf d'un seul Tu-95MS. Cela montre à quel point Tupolev a du mal à livrer quoi que ce soit aux forces armées russes. Mais leur problème de livraison ne s'arrête pas là. En plus des poursuites du ministère de la Défense, Tupolev a été poursuivi 2 fois en 2025 par le géant pétrolier et gazier Tatneft pour non-livraison de UX Tu-214 destinés à sa compagnie aérienne UVT Aero. En 2022, la compagnie aérienne a signé un contrat pour la fourniture de 4 Tu-214 produits à KAZ. Les 2 premiers avions devaient être livrés en octobre 2024, les 2 autres étant prévus pour septembre 2025. Cependant, le contrat n'a pas été respecté. Tatnev a intenté un procès contre Tupolev et KAZ pour 6,2 milliards de roubles, soit environ 80 millions de dollars. Les parties ont reporté l'affaire à plusieurs reprises dans le but de parvenir à un accord à l'amiable. Mais finalement, à l'été 2025, le tribunal d'arbitrage du Tatarstan a partiellement satisfait la demande, obligeant Tupolev à payer 5,6 milliards de roubles pour enrichissement sans cause, 556 millions de roubles de pénalité et 8 millions de roubles de frais d'État, pour un total d'environ 85 millions de dollars. Au cours du procès, il a été révélé que Tupolev avait remboursé l'avance reçue de Tatnev pour le premier avion, mais que les fonds pour le second n'avaient jamais été restitués. De manière révélatrice, Tupolev a attribué l'échec de la livraison à sa charge de travail due aux commandes de défense de l'État, qui, selon elle, représentent 85% de la production, mais ne rapportent qu'environ 4% de bénéfices. En conséquence, la société a déclaré qu'elle ne serait en mesure de conclure de nouveaux contrats pour le Tu-214 qu'après 2027, ce qui représente un retard considérable. De son propre aveu, l'entreprise d'importance systémique ne parvient pas à répondre aux exigences de l'État russe, encore moins à celles de ses clients. En plus de la non-livraison de 2 Tu-214 et des Tu-95 et Tu-22M3 rénovés, Tupolev a également manqué la date limite pour la livraison des nouveaux Tu-160 Méans. 4
devaient être livrés entre 2022 et 2023, mais les deux premiers n'ont finalement été livrés qu'à la fin de 2025. Les unités restantes seraient encore en cours de production, bien qu'aucune raison officielle pour ce retard n'ait été communiquée. Mais les problèmes pour Tupolev ne s'arrêtent pas là. Quelques mois après le règlement de la première affaire Tatnev contre elle, Tatnev a déposé une nouvelle plainte pour 11,7 milliards de roubles, soit environ 115 millions de dollars. L'affaire est actuellement en cours, Tupolev ayant proposé un règlement partiel. En attendant, pour la deuxième fois en autant d'années, United Aircraft Company, ou UAC, la société qui possède Tupolev, a remanié la direction de Tupolev. Le chef de l'entreprise, Alexandre Bobrichev, 76 ans, a été remplacé par Yuri Ambrosimov, 37 ans le petit-fils de Yuri Litvinov, qui dirigeait KAZ dans les années 90 et auparavant directeur adjoint de l'entreprise chargé des finances et de l'économie. L'UAC a déclaré que Bobrichev quittait son poste après avoir rempli ses missions concernant la fourniture d'équipements militaires pour la commande d'État de défense. Ce changement de direction est sans doute lié aux poursuites judiciaires et aux problèmes de livraison persistants. L'UAC a déclaré à TASS que les principales tâches des nouveaux dirigeants seront la mise en œuvre du programme de production en expansion, ainsi que la réalisation des plans pour le programme Tu-214. Malgré ces assurances, les insuffisances de livraison soulèvent des questions gênantes sur la capacité de la Russie à maintenir une flotte d'aviation stratégique élargie dans le cadre des opérations militaires en cours. En octobre, le chef du Tatarstan, Roustam Minikhanov, a annoncé que les principales installations industrielles pour la production en série de 2 avions de ligne Tu-214 seraient mises en service cette année. Cependant, il reste encore des questions en suspens quant à savoir si ce projet aidera à réduire l'arriéré et combien de temps cela pourrait prendre. En attendant, les frappes du groupe Alpha ne font qu'aggraver les problèmes de l'aviation militaire russe, selon le rapport du SBU sur ses activités en 2025. Les 15 appareils russes qu'il a détruits comprenaient 11 avions de combat à voilure fixe des types Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 et MiG-31, ainsi que 3 hélicoptères Mi-8, Mi-26 et Mi-28 et un avion de transport AN-26. Fait intéressant. Ils n'ont pas inclus dans leur décompte le Tu-95 endommagé et les 2 bombardiers 22 M3 de l'opération Toile d'araignée. Peut-être parce que l'opération impliquait aussi d'autres secteurs de l'armée ukrainienne, et qu'ils voulaient que revendiquer uniquement les frappes réalisées par eux-mêmes. Les appareils détruits représentent un échantillon représentatif de la flotte aérienne tactique et opérationnelle principale de la Russie, couvrant les rôles de supériorité aérienne, d'attaque, d'interception, de transport et de soutien par hélicoptère. La perte des Su-30SM réduit directement la capacité de la Russie à combiner les opérations de défense aérienne et d'aviation offensive sur une seule plateforme. Quant à la perte des Su-34, les principaux bombardiers de première ligne de la Russie, cela signifie moins de bombes FAB planantes qui s'abattent, alors que les Su-27 et Su-24 sont dépassés et remplissent en grande partie des rôles auxiliaires, comme l'escorte des avions d'attaque. Les intercepteurs MiG-31 jouent un rôle stratégique dans l'architecture de défense aérienne de la Russie. Conçu pour contrer des cibles à grande vitesse comme les bombardiers stratégiques et les missiles de croisière, cet avion est également utilisé comme plateforme de lancement pour le missile hypersonique Kh-47M2 Kanzhal. Cependant, lorsqu'il s'agit de remplacer ces avions qui ne sont pas produits par Tupolev, la Russie ne semble pas rencontrer le même genre de problème que pour ses bombardiers. Selon de récentes recherches menées par le groupe de réflexion Russessi, basé à Londres, la Russie a reçu au moins 135 nouveaux chasseurs pendant la guerre. Cela inclut entre 55 et 60 Su-35-20 de ces nouveaux Su-57 supposément furtifs, jusqu'à 50 Su-34M et 20 à 25 MiG-31, toutes variantes confondues, avec des livraisons qui augmentent au fil du temps. Le rapport de Russie conteste le chiffre officiel ukrainien de plus de 400 avions russes abattus pendant la guerre, estimant que le nombre réel serait plus proche de 130 avions à voilure fixe soit abattus, soit gravement endommagés. S'ils ont raison, la force de chasse russe est encore loin d'être réduite à un niveau critique par les frappes ukrainiennes. En effet, si l'on prend Poutine au mot, où est le problème ? Fin décembre, il a affirmé que depuis février 2022, la Russie avait multiplié par 22 la production d'armes et de munitions.
La production de chars avait augmenté de 2,2 fois celle d'avions militaires, de 4,6 fois celle d'équipements de guerre électronique de 12,5 fois, et celle d'armes d'artillerie à roquettes de 9,6 fois, tandis que la production d'armes de frappe et de munitions avait explosé, multipliée par 22. C'est du moins ce qu'a affirmé Poutine lors d'une allocution télévisée, lors d'une réunion au Kremlin, avec des responsables de l'industrie de la défense. De plus, avec l'introduction de nouvelles armes avancées à longue portée comme les systèmes Aresnik, Borovesnik, Poséidon et Avangard, il est discutable de savoir si les bombardiers stratégiques russes sont encore aussi importants qu'ils l'étaient autrefois en tant que moyen de dissuasion nucléaire. Des experts russes comme Ruslan Pukov, directeur du Centre d'analyse des stratégies et des technologies, se demandent déjà si la Russie doit continuer à utiliser des technologies militaires traditionnelles comme les chars et les bombardiers. Il soutient essentiellement que des armes beaucoup moins chères et plus avancées, comme les drones FPV, ont rendu ces systèmes trop vulnérables et peu rentables, et qu'ils devraient donc être abandonnés au profit d'une concentration totale sur des armes modernes, comme les missiles et les drones. Quelque chose de secret vole dans le ciel au-dessus de l'Ukraine. Ce n'est pas une toute nouvelle arme que l'Ukraine a développée, ce n'est pas un drone révolutionnaire ni un type de mission spéciale. Le secret de l'Ukraine, c'est que des maîtres du ciel entrent dans son espace aérien sans en être originaires. Ils sont néerlandais et ils font l'impensable en ignorant complètement la plus grande ligne rouge que la Russie a fixée pour la guerre en Ukraine. Des pilotes néerlandais volent en Ukraine. Du moins, c'est ce qu'affirme un rapport français initialement publié par Intelligence Online, puis largement diffusé. Et si ce rapport explosif est vrai, il y a un secret dans le secret que nous allons révéler un peu plus tard dans la vidéo. En commençant par l'implication néerlandaise, The Aviationist en résume l'essentiel. Il indique que le rapport français affirme que l'Ukraine a formé une escadrille mixte de pilotes ukrainiens et néerlandais qui mènent des missions de combat au-dessus de l'Ukraine à bord de F-16. Pour commencer, il y a un aspect de cette affirmation incroyable qui tient la route. Les Pays-Bas ont été l'un des plus grands fournisseurs de F-16 à l'Ukraine, ayant livré 24 de ces appareils fabriqués aux États-Unis d'ici la fin mai 2025. Il est logique que des pilotes néerlandais aident l'Ukraine à utiliser ces appareils, mais piloter des missions de combat en Ukraine serait énorme. Le rapport incroyable continue, ajoutant que cette unité mixte a été créée ces dernières semaines et qu'elle est composée de pilotes néerlandais qui servent en Ukraine sous contrat temporaire. L'unité a été formée dans le plus grand secret, ajoute l'UNN, et l'une des idées derrière cela est d'intégrer les connaissances collectives de l'OTAN en matière de combat aérien dans les réalités auxquelles l'Ukraine est confrontée dans son espace aérien. Les pilotes que l'Ukraine embauche sous contrat temporaire sont tous des vétérans de guerre ayant déjà servi dans des zones de conflit au Moyen-Orient et en Afghanistan, ce qui signifie qu'ils comprennent la technologie à bord du F-16 et peuvent montrer aux pilotes ukrainiens comment en tirer le meilleur parti. Voici quelques points à retenir de cette partie du rapport. La première, c'est que ce rapport confirme une fois de plus que l'Ukraine recrute des combattants étrangers dans son armée. Ce n'est pas un secret. Tandis que la Russie trompe pour recruter un maximum de soldats étrangers pour les assauts de chair à canon stratégiquement absurdes de Poutine, l'Ukraine a créé une unité qu'elle promeut ouvertement auprès des combattants étrangers voulant la rejoindre. Appelée les Légions internationales de défense de l'Ukraine, cette unité massive existe pour permettre à l'Ukraine d'organiser l'énorme afflux de combattants venus de l'étranger qui sont arrivés pour prendre les armes contre la Russie. Selon le centre de recrutement de l'organisation, des combattants de 75 nations différentes ont rejoint la Légion, qui est divisée en bataillons placés sous le commandement des forces terrestres des forces armées ukrainiennes. Nous disons qu'elle est séparée. C'est devenu « était séparée ». Les Légions internationales de défense de l'Ukraine, qui employaient des combattants étrangers, ont été officiellement dissoutes fin 2025. Tous les combattants qui s'étaient engagés pour faire partie de ces légions ont été intégrés dans l'ensemble de l'armée ukrainienne où ils rempliront diverses fonctions. D'après la BBC, 2 des 4 légions qui composaient cette organisation avaient déjà été fusionnées avec les forces d'assaut ukrainiennes à la mi-décembre 2025. Une autre des légions était en cours de fusion, tandis que la 4e légion était en train d'être transformée en centre de formation. Les pilotes de chasse néerlandais se sont-ils engagés via ces légions pour combattre pour l'Ukraine ? Eh bien, s'ils l'ont fait, on peut supposer qu'ils agissent indépendamment de leur propre pays, ce qui constitue une sorte de contournement du refus catégorique de Poutine et des menaces virulentes qu'il a proférées concernant la perspective de voir des troupes de l'OTAN se rendre en Ukraine. Un pilote n'est techniquement pas un aviateur de l'OTAN si ce pilote ne sert pas activement son propre pays. Bien sûr, comme nous allons le voir dans un instant, la Russie ne sera satisfaite dans aucun cas. Peu importe la méthode utilisée, les pilotes néerlandais semblent désormais voler pour l'Ukraine.
Cela nous amène au deuxième point que nous pouvons retenir du rapport. The Aviationist dit que les pilotes néerlandais signent apparemment des contrats de 6 mois avec l'Ukraine, ce qui permet aux pilotes de faire des rotations dans et hors du pays, tout en assurant à l'Ukraine un approvisionnement constant de pilotes qui comprennent leurs appareils occidentaux mieux que quiconque. Tout cela provient du rapport d'Intelligence Online, qui n'a pas encore été confirmé indépendamment. Mais si cela est vrai, cela montre que l'Ukraine considère sa nouvelle unité aérienne comme une division militaire sérieuse. Il n'y a pas de recrutement dans le but d'épuiser les pilotes néerlandais jusqu'à la mort par la fatigue en vol. L'Ukraine sait à quel point ses pilotes sont précieux, tout comme les avions de chasse qu'ils pilotent, et elle veille à ce que ces précieux volontaires soient bien traités. Ces volontaires semblent faire bien plus que former les pilotes ukrainiens. Nouvelle initiative irritant Poutine, les pilotes néerlandais de l'Ukraine et son unité secrète mèneraient presque chaque jour des missions de défense aérienne. Lors de ces missions, ils utilisent leurs appareils pour abattre des drones et des missiles russes, comme les gérants russes de type Shahed et les missiles de croisière Cash Santan et Calibre de la Russie. Encore une fois, on voit ici une sorte de contournement, car d'après ce profil de mission, il semble que l'Ukraine fasse très attention à ce que ses pilotes néerlandais attaquent des objets inanimés plutôt que des soldats russes. Cela prive Poutine d'un argument dans le sens où cela l'empêche d'affirmer que des aviateurs formés par l'OTAN tuent des soldats russes. C'est très intelligent, l'Ukraine utilise brillamment ses pilotes étrangers, ce qui devient encore plus astucieux avec cette révélation. L'une de leurs contributions les plus importantes à l'effort de guerre est l'utilisation du pod de ciblage avancé Sniper, que The Aviationist indique être utilisé pour le ciblage et l'identification de la distance. Les pilotes ukrainiens doivent apprendre à utiliser ce pod, et les pilotes néerlandais leur montrent en direct. Tout cela se fait en secret, mais nous vous avons dit plus tôt qu'il y a un secret dans le secret. Voulez-vous le connaître? Nous allons vous le révéler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici The Military Show, et nous vous donnons toujours une vision complète. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour aller au-delà des gros titres et toujours garder une longueur d'avance. Maintenant, le secret dans le secret. Des pilotes américains et néerlandais participent à la nouvelle unité aérienne de l'Ukraine et mènent des missions au-dessus du pays. Selon le rapport révélateur, l'Ukraine est tout aussi heureuse d'engager des pilotes américains que des pilotes de n'importe quel autre pays. Au moins, l'un de ces pilotes est un vétéran du conflit en Afghanistan, où il aurait effectué de nombreuses missions de combat. Ah, et il y en a un autre qui aurait effectué des missions aériennes au Moyen-Orient, peut-être pendant la guerre en Irak. Ils rejoignent des collègues néerlandais, souvent diplômés des grandes écoles européennes de combat aérien, reconnus pour leur formation avancée en interception et guerre aérienne moderne. The Aviationist rapporte directement les révélations d'Intelligence Online. Cette partie du rapport semble sortir de nulle part. Après tout, la plupart pensaient que les États-Unis n'autoriseraient absolument aucun de leurs soldats, anciens ou actuels, à travailler en Ukraine, car ils craignent que cela ne provoque une escalade des tensions avec l'une des rares puissances nucléaires capables de rivaliser avec les États-Unis. Sauf que le fait que des pilotes vétérans américains se rendent en Ukraine n'est peut-être pas aussi insensé qu'il n'y paraît. Déjà en 2024, le sénateur américain Lindsey Graham a même suggéré que l'Ukraine pourrait commencer à engager des pilotes américains, une idée qui lui serait venue après une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zelensky a-t-il influencé Graham avec cette idée? Ou bien était-ce l'inverse? Graham a-t-il exprimé l'idée et Zelensky l'a-t-il reprise et exploitée? Ce sont des questions auxquelles nous n'aurons peut-être jamais de réponse, mais nous savons ce que Graham a dit à l'époque. Selon lui, des pilotes de F-16 à la retraite qui veulent se battre pour la liberté pourraient être engagés par l'Ukraine. Les Ukrainiens solliciteront des pilotes retraités immédiatement disponibles, issus des pays de l'OTAN, pour les aider jusqu'à ce que leurs propres pilotes soient formés. Graham a proposé qu'une telle approche permettrait à l'Ukraine d'utiliser les F-16 qu'elle recevrait plus tôt. Qu'il ait pensé ou non que les vétérans accepteraient une offre ukrainienne et finiraient par effectuer des missions de combat reste une question probablement sans réponse. Si le rapport sur la nouvelle unité aérienne ukrainienne est vrai, cela pourrait grandement influencer la guerre en Ukraine et les relations Russie-OTAN. Restez avec nous, car nous allons bientôt explorer à quoi pourrait ressembler cet impact. Avant tout, il y a des aspects importants de cette histoire à aborder. L'Ukraine affirme d'abord que ce n'est pas vrai. D'après l'article de United 24 Media sur le rapport incendiaire français, le chef du département de communication du commandement de la force aérienne ukrainienne, Yuri Ignat, est déjà intervenu pour soi-disant démentir les affirmations selon lesquelles des pilotes néerlandais et américains voleraient en Ukraine. Hier soir, le média français Intelligence Online a publié une information selon laquelle l'Ukraine aurait créé un escadron secret de F-16 composé de pilotes ukrainiens, américains et néerlandais.
Et bien sûr, l'escadron est dirigé par Tom Cruise, a plaisanté Ignat. Donc c'est tout. L'histoire ne mène à rien, n'est-ce pas? Eh bien, pas forcément. Rappelez-vous qu'il s'agit censément d'une unité secrète de pilotes, et la première règle pour garder un secret, c'est de ne pas commencer à bavarder quand quelqu'un commence à parler de ce que ce secret pourrait être. En d'autres termes, Ignat pourrait nier l'existence de l'unité précisément parce qu'elle existe, et il veut s'assurer que la Russie ne remonte pas la piste. Quant à la raison, eh bien, il pourrait y en avoir plusieurs. L'Ukraine préfère sans doute que Poutine ignore l'ampleur de l'aide reçue des pilotes occidentaux vétérans pour la formation ou des missions. Ces pilotes, même mercenaires, peuvent craindre une escalade touchant leur pays et auraient donc demandé à l'Ukraine de taire leur implication. Tout cela n'est bien sûr que spéculation, mais le fait est que nous ne pouvons pas forcément supposer que le démenti de l'existence d'une unité secrète prouve que cette unité n'existe pas. Je veux dire, c'est une unité secrète. Vous êtes censé nier son existence. Pour le deuxième aspect, au moment où la nouvelle de l'unité aérienne secrète ukrainienne a éclaté, la Russie lançait une nouvelle salve massive de missiles et drones contre l'Ukraine. United 24 Media a rendu compte de cette attaque, en notant que l'Ukraine avait réussi à transformer ses F-16 en chasseurs de drones capables d'en abattre en masse en utilisant des roquettes guidées APKWS-2 pour détruire la grande majorité de ce que la Russie avait envoyé dans le pays. Au total, les défenses aériennes ukrainiennes ont réussi à détruire ou à neutraliser 392 des 400 125 cibles lors de l'attaque, qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 février. Parmi les projectiles abattus figuraient 367 drones russes, 20 missiles de croisière, Kh-101, 4 missiles de croisière, Iskander-K et un missile guidé, Kh-59 ou Kh-69, lancé depuis les airs. Ceux qui se souviennent d'une remarque que nous avons faite plus tôt dans la vidéo ont peut-être dressé l'oreille lorsque nous avons mentionné le Kh-101 à l'instant. Pourquoi? Eh bien, il y a quelques minutes à peine, nous vous avons dit que l'unité de pilotes étrangers de l'Ukraine participe à des opérations où ils abattent ce type précis de missiles, selon le rapport d'Intelligence Online. Donc, encore une fois, il faut poser des questions auxquelles on ne peut pas répondre. La principale de ces questions est aussi la plus évidente. Y avait-il des pilotes néerlandais ou américains dans le ciel dans la nuit du 16 au 17 février? Eh bien, même s'il y en avait eu, l'Ukraine ne l'aurait jamais confirmé. Concentrons-nous donc sur un autre aspect remarquable de la défense du territoire ukrainien. L'utilisation des roquettes APKWS-2 est particulièrement intéressante ici. Army Technology précise que ces munitions peuvent être lancées depuis des plateformes à voilure tournante, fixes ou sans pilote. Nous savons donc que les F-16 ukrainiens sont probablement compatibles avec elles. Les roquettes sont également peu coûteuses, à environ 30 000 à 35 000 $ l'unité. Elles coûtent à peu près le même prix que les drones Shahed russes, ce qui pourrait les rendre idéales pour faire face aux attaques massives de drones russes. L'Ukraine préférerait des roquettes moins chères, mais un coût équivalent reste préférable à dépenser des centaines de milliers de dollars pour des missiles avancés contre des drones. Cependant, l'aspect vraiment intéressant de cette arme particulière provient d'une vidéo partagée sur X par l'état-major général ukrainien qui montre une série de frappes menées par ces F-16 lors de la vaste attaque russe. Aux alentours de la 19e seconde, on voit un système de ciblage verrouiller ce qui semble être un drone russe, qui est détruit quelques instants plus tard par un projectile se déplaçant relativement lentement et présentant toutes les caractéristiques de vol de l'APKWS-2. Ce n'est pas la partie la plus intéressante. Laissons United 24 Media expliquer. La frappe semble avoir été enregistrée à l'aide d'une nacelle de ciblage avancée AN/AAQ-33 Sniper, dont l'interface à l'écran correspond étroitement à ce qui est visible dans la séquence diffusée, bien que seule la partie centrale de l'affichage ait été montrée selon le média. Si vous avez tendu l'oreille quand on a mentionné plus tôt que des Kh-101 avaient été détruits par des chasseurs ukrainiens pendant l'assaut aérien russe, vous allez être encore plus surpris maintenant. La nacelle de ciblage avancé Sniper, exactement le type de nacelle que le rapport d'Intelligence Online affirme que les pilotes néerlandais et américains d'Ukraine ont aidé l'Ukraine à utiliser dans le genre de situation dans lesquelles l'Ukraine s'est retrouvée dans la nuit du 16 au 17 février. Cela ne confirme pas officiellement que l'unité aérienne étrangère secrète a participé à la neutralisation de l'attaque récente. Pourtant, les preuves circonstancielles s'accumulent. Alors peut-être que l'unité dont l'Ukraine affirme qu'elle n'existe pas est en réalité bien réelle et qu'elle fait exactement ce que le rapport français décrit. Même si de nombreux détails restent entourés de mystères, il y a des conséquences évidentes que l'existence de cette unité aura sur la guerre en Ukraine, en supposant que le rapport d'Intelligence Online s'avère exact. La Russie, pour sa part, sera furieuse. En fait, elle l'est déjà. L'agence de presse russe TASS relaie déjà les commentaires de porte-parole russes qui disent des choses que Vladimir Poutine lui-même a trop peur de dire en public.
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déjà répondu avec sarcasme à l'annonce de pilotes néerlandais opérant en Ukraine. D'abord, l'AAI a fourni à Kiev 24 avions de chasse F-16 retirés du service. Maintenant, il semble que les pilotes mis à la retraite aient été ajoutés à la liste du matériel mis au rebut. La prochaine étape sera probablement que ces pilotes soient abattus. C'est un exemple frappant du pragmatisme néerlandais, a affirmé Zakharova, apparemment aveugle au fait que l'Ukraine n'a pas perdu un seul de ses F-16 depuis juin 2025, ce qui n'augure rien de bon pour le bilan russe en matière d'appareils abattus. L'Ukraine progresse dans le pilotage, ce que les pilotes néerlandais comprennent bien. Le ton sarcastique de Zakharova est devenu hypocrite lorsqu'elle a déclaré « Nous rappelons que les mercenaires sont en dehors du cadre du droit international. Ils ne sont pas protégés par les conventions de Genève. Vraiment? Sérieusement, la Russie? Le pays qui a des groupes paramilitaires de mercenaires entiers opérant en Ukraine et dans le monde entier va invoquer le droit international. Le même pays dont il a été rapporté qu'il a engagé au moins 18 000 mercenaires étrangers début 2026 et qui en a probablement bien plus que ce nombre. Si la Russie s'appuie sur cet argument, elle aura du mal à convaincre. La jambe n'a ni genou, ni cheville, ni tibia. En gros, la Russie n'a aucun argument valable, et elle a aussi des mercenaires. Ce n'est pas la faute de l'Ukraine si elle utilise mieux ses combattants étrangers que la Russie. Peut-être que l'aspect le plus préoccupant pour l'OTAN est que ces soi-disant pilotes secrets viennent des Pays-Bas et des États-Unis, deux membres de l'OTAN. En dehors du fait que les pilotes seraient d'anciens militaires, la Russie affirme que toute présence de l'OTAN en Ukraine est une ligne rouge menant à une forte escalade. La Russie a jugé inacceptable l'envoi de troupes de maintien de la paix de l'OTAN en Ukraine après un accord de paix. La campagne pour le désarmement nucléaire note que la France et le Royaume-Uni se sont engagés à déployer des troupes en Ukraine pour soutenir un accord de paix, ce à quoi la Russie a réagi en déclarant que toute troupe étrangère, base ou infrastructure militaire présente sur le territoire ukrainien, constituerait la preuve d'une intervention étrangère directe et serait donc considérée comme une cible légitime. La Russie semble voir de la même façon les pilotes néerlandais et américains volant en Ukraine. Cependant, ce que cela signifie en termes d'escalade reste à voir. Le rapport à l'origine de tout cela n'a pas été vérifié indépendamment et l'Ukraine ne confirmera sûrement pas sa véracité. La Russie ignore s'il y a des pilotes étrangers au-dessus de l'Ukraine. Et même s'ils sont présents, ces pilotes semblent être très soigneusement dirigés pour abattre des drones et des missiles, en plus de former les forces ukrainiennes à mieux utiliser leurs F-16. Donc, si par hasard la Russie tue un pilote néerlandais ou américain en Ukraine, elle pourrait faire face à une riposte de l'OTAN tout aussi importante que ce que la Russie prétend faire si l'OTAN entre officiellement en Ukraine. Et au final, nous devons reconnaître que tout cela ne reste que des rumeurs. Comme le souligne l'aviationniste, des rumeurs concernant des pilotes occidentaux volant en Ukraine circulent depuis longtemps sans aucune confirmation officielle. C'est ce qui se rapproche le plus d'une confirmation jusqu'à présent, mais il s'agit toujours d'un rapport non vérifié que l'Ukraine a catégoriquement démenti. Et pour l'instant, ces rapports doivent être considérés comme non confirmés, ce qui ne fait qu'embrouiller davantage la situation pour la Russie. Elle peut proférer toutes les menaces qu'elle veut, mais sans preuve, elle compte peu pour l'OTAN. Ironiquement, l'Ukraine semble maintenant se réjouir d'infliger à la Russie les mêmes tactiques de désinformation que celles utilisées par Poutine pour tromper le monde. Des pilotes néerlandais ou américains sont-ils en Ukraine ou est-ce une rumeur? La Russie ne le saura jamais, car l'Ukraine est devenue bien meilleure pour garder ses secrets. Elle n'est pas prête de vendre la mèche sur ce sujet de sitôt. Les drones russes volent loin et lentement. Ils sont dangereux et très difficiles à abattre pour l'Ukraine avec la même puissance aérienne utilisée contre des missiles comme le F-16. Voilà pourquoi l'exploit d'un pilote ukrainien de F-16 est incroyable. Ce pilote vient de détruire instantanément un drone en utilisant une arme qui l'a amené à prendre un énorme risque, et voici le meilleur, tout a été filmé. Regardez ce pilote ukrainien réaliser l'exploit et découvrez pourquoi ce tir était bien plus complexe qu'il n'en a l'air. Commençons par une élimination. Le 8 février, la vidéo a commencé à circuler sur Internet. Durant seulement quelques secondes, elle nous montre tout ce qu'il faut pour prouver que le pilote ukrainien de F-16 vient de réaliser quelque chose d'incroyable. On voit un drone russe gérant 2 voler au-dessus de nos têtes, filmé par des personnes au sol. Le bourdonnement caractéristique emplit l'air. Le drone se dirige vers une cible et il semble que rien ne soit là pour l'arrêter. Puis, boum, le drone explose en flammes. La personne qui filme la vidéo recule un instant, choquée par l'ampleur de l'explosion.
mais il parvient à pointer sa caméra de nouveau vers le ciel assez longtemps pour capturer ce qui a causé les dégâts. Un F-16 ukrainien passe alors que les minuscules morceaux brisés du drone tombent au sol. Des détails sur la frappe ont émergé peu après la publication de la vidéo. L'aviationniste faisait partie des nombreux médias qui ont identifié le drone comme étant un Gerand-2 russe basé sur le Shahed 136 iranien. C'est exactement le type de drone utilisé par la Russie dans ses frappes à longue portée. Plus de 6000 drones d'attaque ont été lancés sur l'Ukraine en janvier. Quant au F-16, on pense qu'il a été piloté par un membre de la 107e escadre aérienne indépendante de l'Ukraine. Tout semble si simple sur les images, mais en réalité, l'abattage de ce Gerand-2 russe a été incroyablement difficile. Et nous allons expliquer pourquoi. D'abord, il faut prendre en compte le facteur de vitesse. Les F-16 volent à des vitesses immenses, bien supérieures à tout ce que les drones russes à longue portée peuvent atteindre. Cela crée un risque immédiat dès le départ. Comme le souligne le Kyiv Post, des experts affirment que des affrontements comme celui qui vient d'être filmé sont extrêmement dangereux, car même la plus petite erreur peut mener à une catastrophe. C'est même le cas lorsqu'il s'agit d'un F-16 contre un Gerand-2. Le F-16 peut atteindre une vitesse maximale de Mach 2 en altitude, ce qui correspond à environ 2400 km/h. Dans la vidéo, il volait assez bas pour contrer le drone russe, ce qui est risqué donc sûrement à une vitesse inférieure à son maximum. On peut supposer que le F-16 ukrainien volait à plusieurs centaines de miles par heure, peut-être même en franchissant le mur du son pour atteindre le drone russe. À l'inverse, le Gerand-2 a une vitesse de croisière d'environ 180 km, soit environ 101 miles par heure. Cependant, il existe également des variantes à réaction du drone qui, selon la Russie, peuvent atteindre des vitesses de 800 km, soit un peu moins de 500 miles par heure. Si le drone filmé était l'une de ces variantes, il est presque sûr qu'il ne volait pas à cette vitesse. À cette altitude, il aurait vite survolé les observateurs. Supposons que le Gerand-2 de la vidéo était une version plus lente. Cela signifie que l'Ukraine a utilisé une cellule capable de voler à près de 20 fois la vitesse du Gerand-2 pour détruire le drone. C'est comme comparer un sprinter olympique à quelqu'un qui court à reculons, les yeux bandés. Même si cela paraît avantageux, ça ne l'est pas. Bien sûr, le pilote d'un F-16 ukrainien aurait pu lancer un missile coûteux, comme le IM-9 Sidewinder, mais c'est un missile qui coûte près de 400 000 $ selon la variante. Donc ce n'est pas un choix idéal pour abattre un drone qui coûte à la Russie entre 20 000 et 50 000 $. Il n'était donc pas question de tir et oubli ici. Le pilote du F-16 ukrainien a utilisé une autre arme, ce qui a accru le risque, comme nous allons le voir. Cependant, l'utilisation de cette arme signifie que notre analogie de l'Olympien contre le coureur à l'aveugle et à reculons a une nouvelle tournure. Maintenant, l'Olympien a le coureur juste devant lui. Son travail est d'éliminer le coureur sans collision, seulement avec un pistolet, tout en courant à une vitesse incroyable. C'est similaire aux images vues, le pilote ukrainien se déplacerait aussi vite par rapport au drone tout en tentant d'aligner un tir. Un tir raté ou une erreur de calcul suffisait à provoquer une catastrophe. Une collision aurait pu avoir lieu. Si cela était arrivé, l'explosion provoquée par le Gerand-2, au moins 2 fois plus grande que le drone lui-même, aurait englouti le pilote du F-16. Ce pilote devait réussir du premier coup. Croyez-nous, l'arme choisie n'a pas facilité la tâche, ce n'était pas un missile comme dit plus tôt. Selon The Aviationist, le pilote ukrainien a utilisé le canon M61 Vulcan de son F-16 pour détruire le drone russe. Ce n'est vraiment pas une mauvaise arme. Elle est capable de tirer des obus de 20 mm à une cadence de 6000 par minute, ce qui est largement suffisant pour déchiqueter un drone de type Shahed, à condition que les tirs atteignent leur cible. Mais toucher la cible est le véritable défi. Utiliser un canon est plus rentable que d'utiliser un missile, mais cela comporte le risque supplémentaire de forcer le pilote à voler à basse altitude et à engager une cible lente le plus rapidement possible. Le canon a une portée de tir efficace d'à peine 600 mètres, soit un peu moins de 2000 pieds selon War History Online. Cela signifie qu'un F-16 voyageant à Mach 2 devrait s'approcher du drone russe pour que l'utilisation d'un canon soit envisageable. Une fois à la portée maximale efficace, le F-16 volerait à 2200 pieds par seconde, ce qui signifie qu'il parcourrait cette distance en moins d'1 seconde. C'était le temps dont le pilote ukrainien disposait pour tirer et éviter le drone russe en supposant une vitesse maximale. Et même si on réduit la vitesse de moitié à Mach, cela ne laisse toujours que moins de 2 secondes pour réussir un tir parfaitement précis, avant que le F-16 ne risque de percuter le drone. Même si votre canon tire 100 coups par seconde, il ne touche pas la cible. La catastrophe est alors inévitable avec le temps. Comme le dit The Aviationist, cela comporte un risque bien supérieur à un lancement de missiles air-air à distance. Si cela réussit, c'est très efficace, mais en cas d'erreur, cela peut vite mener à la perte de l'appareil et surtout de son pilote expérimenté.
Vous percevez sans doute déjà le talent requis aux pilotes ukrainiens de F-16 pour réussir une telle élimination et nous y reviendrons dans un instant. Nous allons discuter de cette étrange ironie présente dans toute l'histoire, ainsi que d'un autre risque pris par le pilote ukrainien de F-16, ce qui rend le F-16 si efficace en tant que chasseur face aux menaces traditionnelles qu'il est censé gérer, comme les missiles et les autres appareils, est justement ce qui le rend si risqué à utiliser contre un drone. The National Interest souligne que la vitesse supersonique renforce l'interception du F-16. Cependant, cette capacité a été conçue pour rattraper des avions et des missiles rapides, pas pour faire face à des drones. La vitesse du F-16 face à certains types d'armes peut causer des collisions en vol, comme évoqué plus tôt, et cela est probablement déjà arrivé. L'Ukraine a déjà perdu des F-16 lors d'attaques contre des drones. En mai 2025, 3 des F-16 ukrainiens s'étaient déjà écrasés, le plus récent l'ayant fait alors qu'il engageait activement des cibles aériennes avec son canon M61. Dans un article, l'expert militaire Wes O'Donnell estime que le F-16 tentait probablement d'abattre des missiles de croisière ou des drones en approche. Il a abattu 3 de ses 4 cibles avant qu'une urgence ne survienne à bord. Le F-16 s'est écrasé. Heureusement, le pilote a réussi à s'éjecter à temps après avoir dirigé son avion loin des zones peuplées et se trouvait dans un état satisfaisant. Nous ignorons si une cible visée par le pilote avec son M61 a touché le F-16. Une panne mécanique aurait aussi pu survenir, possiblement à cause des nombreuses manœuvres pour gérer les cibles lentes. Mais ce que nous soulignons, c'est que le pilote du F-16, auteur d'un exploit en février, connaissait le danger de sa manœuvre. Ils avaient déjà vu ce genre de manœuvre mener à un désastre, mais ils ont quand même pris le risque et ce risque a payé. Pour couronner le tout, le pilote ukrainien du F-16 avait sans doute encore une inquiétude alors qu'il fonçait vers le drone russe. Selon The Aviationist, la Russie a commencé à ajouter des missiles portables 9K3-133 Verba à ses drones gérants. La découverte a eu lieu lorsqu'un drone intact a atterri en Ukraine, montrant que des missiles portables étaient fixés sur le Gérant 2. Pourquoi est-ce important? Ce système portatif était équipé d'un R-60 soviétique, un missile RR à courte portée guidé par infrarouge qu'il pouvait vraisemblablement lancer contre des missiles ou des avions venus l'intercepter. Nous ne savons pas combien de Gérant 2 sont équipés de ces missiles portables. Nous ne savons pas non plus si celui que le pilote ukrainien vient d'abattre en avait un, car dans les images, on ne voit que le dessous du drone. Nous savons que la Russie utilise cette version modifiée de son drone longue portée, ce qui signifie qu'au moins certains de ces Gérant 2 ont désormais la capacité de riposter contre les F-16 qui approchent, risque après risque après risque. Pour surmonter tout cela, l'Ukraine doit avoir des pilotes vraiment exceptionnels. La bonne nouvelle, comme vu sur les images, c'est que l'Ukraine a justement des pilotes d'exception. L'Ukraine a commencé à envoyer ses pilotes s'entraîner à l'utilisation du F-16 bien avant l'arrivée des premiers avions de chasse dans le pays en décembre 2023. Force News a indiqué que les pilotes de chasse ukrainiens se sont entraînés avec la Royal Air Force britannique et ont poursuivi leur formation après avoir terminé le programme de la RAF. La première cohorte comprenait 6 pilotes, avec beaucoup d'autres qui sont arrivés par la suite. Ils ont dû relever 2 défis. Apprendre à piloter le F-16 après une carrière sur des appareils russes soviétiques et maîtriser l'anglais technique nécessaire à l'utilisation efficace du F-16. 10 autres pilotes, après le cours de langue, sont restés au Royaume-Uni pour suivre la formation au combat et acquérir d'autres compétences comme la centrifugeuse et la médecine aéronautique. À cette époque, les pilotes ukrainiens montraient déjà leur talent exceptionnel. Le maréchal en chef de l'air Sir Richard Knighton, aujourd'hui chef d'état-major de la défense au Royaume-Uni et alors chef d'état-major de l'armée de l'air lors de la formation des pilotes ukrainiens, a exprimé des éloges enthousiastes pour ses premiers stagiaires. Évoquant « The Few », terme britannique désignant les pilotes d'élite ayant repoussé la Luftwaffe durant la Seconde Guerre mondiale, Knighton a affirmé « Ce fut un honneur de vous accueillir et de vous former au Royaume-Uni. Vous nous avez énormément impressionnés par votre enthousiasme à apprendre, votre motivation, votre compétence professionnelle, votre courage et votre engagement total envers votre cause. » Les pilotes ukrainiens avaient l'étoffe pour piloter le F-16 dès le début. Cependant, depuis l'arrivée des premiers F-16 en Ukraine en août 2024, il est évident que ces pilotes vont au-delà de leur formation. Ils s'appuient dessus, ils innovent et ils ont prouvé à de nombreuses reprises qu'ils sont capables d'utiliser le F-16 d'une manière que personne n'aurait jamais imaginée. En janvier 2025, les pilotes de F-16 ukrainiens s'étaient nettement améliorés en un rien de temps. Ce mois-là, l'un des pilotes du pays a réussi une première mondiale en détruisant 6 missiles de croisière russes lors d'une seule mission. Donnez un peu de contexte à cet exploit. Le F-16 a fêté ses 50 ans en 2024.
Ce n'est pas un nouvel appareil, et cet âge signifie aussi qu'il y a eu un demi-siècle pendant lequel un pilote aurait pu réaliser un exploit comme celui du pilote ukrainien en janvier 2025, mais personne ne l'avait fait. Pas avant que les aviateurs ukrainiens n'obtiennent le chasseur occidental. Le vétéran de l'US Air Force, John Venable, a souligné l'impressionnante capacité des pilotes ukrainiens à fusionner leur formation occidentale et leurs compétences de la guerre froide, créant un nouveau style de vol dont l'Occident devait tirer des leçons. Votre capacité à voler très bas jusqu'à devoir vous exposer pour larguer des munitions ou abattre un avion, acquérir cette compétence n'est pas simple. Venable a évoqué les techniques des pilotes ukrainiens, précisant « Cela prend du temps, et dans ce processus, de nombreux appareils et pilotes sont perdus à cause de collisions avec le sol. » TSAF. Ces tactiques datent de la guerre froide et, comme l'a dit Venable, l'Ukraine les maîtrise déjà. Les États-Unis devraient recommencer à utiliser les stratégies qu'ils ont délaissées dans les années 1990 pour en faire autant. En un an, les élèves sont devenus professeurs pour l'utilisation du F-16. Et ce n'était pas fini. Un an après les commentaires de Venable, l'Ukraine montrait qu'elle pouvait encore innover avec le F-16. Au début de cette année, les pilotes ukrainiens avaient abandonné une grande partie des méthodes de l'OTAN lors de leurs engagements en première ligne. L'un de ces pilotes a expliqué pourquoi en déclarant « Quand nous sommes rentrés chez nous après l'entraînement, nous avons été confrontés à la réalité. Les tactiques apprises à l'étranger ne convenaient pas à notre guerre car elles reposent sur l'expérience de nos partenaires alors que notre conflit est très différent. » Le problème de l'Ukraine est que la doctrine de l'OTAN vise à établir la supériorité aérienne obtenue par le nombre et la compétence. L'Ukraine possède beaucoup de compétences, mais pas assez de moyens pour faire cela face à la Russie. Alors, ces pilotes se sont adaptés à nouveau. Ils ont revu tout ce qu'ils avaient appris sur la plateforme aérienne américaine. Comment détruire des missiles de croisière, abattre des drones et combattre la Russie près des lignes de contact sans risquer d'être abattus par les défenses aériennes. Les pilotes ukrainiens ont dû apprendre tout cela eux-mêmes, leur formation occidentale n'étant qu'une base, pas l'essentiel de leurs connaissances. Et cela nous ramène aux images. Pour un observateur non averti, la vidéo qui a commencé à circuler sur Internet en février ne semble pas remarquable. Un drone russe est abattu par un F-16. C'est logique, les F-16 sont bien plus puissants que les drones. Pour les connaisseurs, la vidéo révèle ce qui rend les pilotes ukrainiens si spéciaux. La capacité de réussir un tel tir à grande vitesse tout en faisant face à une menace qui pourrait potentiellement riposter est extrêmement impressionnante. Il en va de même pour le fait que le pilote ukrainien doit voler à basse altitude pour effectuer le tir en premier lieu. Le pilote a dû gérer de nombreux éléments pour sortir indemne de l'incident et abattre un autre drone russe, montrant que la vidéo ne montre pas un tir ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire. Le plus choquant, c'est que l'Ukraine agit ainsi presque depuis qu'elle a reçu des F-16. En septembre 2025, des images sont apparues montrant un F-16 ukrainien abattant un drone de type Shahed. Elle n'a pas été aussi largement partagée que la vidéo la plus récente parce que, honnêtement, il est difficile de voir ce qui s'est passé. La caméra tremble et la personne qui filmait l'incident a à peine réussi à capturer ce qui s'est passé. De plus, le F-16 semble avoir volé à une altitude bien plus élevée. Mais tout est là sur la vidéo si vous regardez attentivement. Un autre F-16 passe et un drone russe est réduit en poussière. Selon l'armée de l'air ukrainienne, utiliser le F-16 ainsi est devenu une réelle épine dans la gorge de l'ennemi. En début d'année, l'Ukraine déclarait avoir détruit 1000 missiles de croisière russes et drones d'attaque. Il est peu probable que la plupart aient été abattus par des missiles air-air. L'Ukraine aurait dépensé des millions de dollars en munitions. Le M61 semble être l'arme privilégiée, non seulement en février, mais lors de presque chaque engagement. L'Ukraine a élevé la destruction des moyens aériens russes au rang d'art. Ces pilotes connaissent les risques, sont compétents et, en février, l'un d'eux l'a prouvé dans une rare séquence filmée illustrant ce qu'ils font depuis plus d'un an. Il y en aura beaucoup d'autres à venir. Il a fallu un peu plus d'un an à l'Ukraine pour atteindre 1000 cibles aériennes abattues, peut-être qu'elle atteindra 2000 d'ici la fin de 2026, prouvant à quel point cette cellule et ceux qui la pilotent sont devenus essentiels à la défense de l'Ukraine contre la Russie. Si Vladimir Poutine croyait que l'Ukraine limitait ses F-16 à la défense, il se trompe. L'Ukraine maîtrise l'usage de ses avions américains pour causer des dégâts au sol. Fin novembre 2025, l'Ukraine a attiré les forces russes attaquant Myrna-Rad dans un piège, puis a fait intervenir des F-16 lors d'une contre-attaque coordonnée qui a dévasté la Russie. Découvrez comment l'Ukraine a déchaîné l'enfer à Myrna-Rad dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur l'utilisation des armes occidentales par l'Ukraine. Merci de nous avoir suivis.